Ok, salut. Bon, j'espère que cette fois personne va bien me déranger parce que ils sont toujours en train de me. J'ai une petite vie de famille, tu sais, c'est toujours de spi. Je viens vous faire une vidéo pour faire un petit compliment, enfin un petit complément sur ma dernière vidéo, euh, rentrer un petit peu dans les détails sur certains trucs, et surtout, ce que je voudrais faire passer comme message, c'est comment le droit s'applique au quotidien, à tous les niveaux, c'est ce que je vous ai dit. Ça veut dire quoi à tous les niveaux? Ça veut dire au niveau du travail, au niveau professionnel, au niveau social et au niveau privé. Le droit a tout à fait sa place au niveau privé. Et je vais essayer de vous expliquer comment j'ai pu expérimenter que le droit, quand il est bien fait, il est équitable. C'est une manière de mettre les gens égaux, aussi incroyable que ça puisse paraître. Et pour ça, j'ai deux exemples personnels de ma vie privée. Donc je vais essayer de pas trop détailler, j'ai pas envie d'impliquer ma famille là-dedans. Néanmoins, les exemples me paraissent pertinents, vraiment pertinents. Alors qu'est-ce que j'ai fait appliquer à la maison? Et ben en fait, tu te rends compte quand tu étudies le droit, c'est que le consentement, c'est un truc essentiel. C'est essentiel. C'est essentiel pour que ça soit équitable. À partir du moment où tu donnes ton consentement, tu ne devrais pas te plaindre, parce que tu as accepté. Donc à chaque fois que tu te plains, en fait c'est ta faute, dans beaucoup de cas, parce que tu as donné ton consentement à des choses que tu ignores. Or, ne pas connaître la loi n'est pas une excuse légale. Tu as déjà dû l'entendre. Alors, comment j'ai appliqué tout ça? Disons que ça fait 20 ans que je suis avec une représentante de la genre féminine que j'aime beaucoup. Euh, Néanmoins, au fur et à mesure des années, s'est instauré des lois. Et le consentement n'est pas toujours véritable. Et du coup, ça a créé un problème d'autorité. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'autorité normalement, puisqu'on est égaux. Et donc, quand à partir du moment où le consentement est vicié, une autorité se forme, quelque part. Enfin, il y a quelque chose qui vient se mettre au-dessus. Donc, j'ai fait réappliquer le véritable consentement plein et entier à mon âme sœur. Typiquement, un exemple, quand on te demande quelque chose, et que si tu réponds pas comme la personne, enfin comme l'être le voulait, et que derrière tu as des sanctions, d'accord? Donc, est-ce que tu veux aller chercher du pain? On a l'impression d'un consentement. Non. Et là derrière, ouais, c'est pas cool, gna gna, et tu te prends la tête. D'accord? Donc finalement, il n'y a pas de consentement, puisque c'est pas un véritable consentement. Donc c'est pas équitable. Donc j'ai imposé ce truc-là. C'est pas, enfin, ça se fait naturellement, c'est juste, c'est équitable, c'est juste. Tu vois, on s'y plie facilement en fait. Et ça s'est bien passé. Une fois que j'ai vérifié le consentement, j'ai vu que ça a marché avec ma femme. Je nous ai rendus plus égaux. J'ai commencé à regarder le consentement de mes enfants, en tout cas de ma fille qui commence à être un peu plus grande maintenant, qui est en plus assez précoce, assez en avance. Donc du coup j'ai décidé de regarder son consentement. Et je me suis aperçu qu'en fait toute la journée, que ce soit de ma part ou de l'autre part, il y a plein de fois où on aurait pu lui laisser son consentement. Qu'on ne le fait pas parce qu'on estime qu'on est supérieur. Mais c'est pas le cas. Je l'ai compris parce que j'ai voulu récupérer ma fille au début quand j'ai compris que j'avais donné mes enfants. J'ai voulu les récupérer. Mais en fait, tu peux pas les récupérer vraiment. Ils sont pas à toi, ils sont à eux. Ils s'appartiennent à eux. Donc ce qu'il faut leur apprendre, c'est de s'appartenir à eux, pas qu'ils t'appartiennent. Bref, et donc j'ai commencé à lui laisser le consentement. Alors attention, il y a toujours l'ordre public qui n'est pas contractuel. Il y a toujours l'ordre public qui rentre en vigueur tacitement à partir du moment où tu es chez moi
il y a quand même un certain nombre de choses qui sont d'ordre public, et puis ma gamine n'est pas encore assez grande pour exercer tous ses droits. Donc, j'ai commencé à regarder son consentement et à lui laisser, pour une bonne part. Typiquement, j'ai commencé par le corps. Voilà, le corps est inviolable partout dans le droit, sauf pour la psychiatrie. Mais sinon, il est inviolable. C'est sacré le corps. Et donc j'ai commencé par lui laisser le consentement sur son corps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, typiquement, elle voulait pas se laver les cheveux. Ça, de l'autre côté, ça insistait, ça insistait, ça insistait. Finalement, on la forçait à se laver les cheveux, etc., etc. Alors que finalement, pourquoi? C'est pas grave, je veux dire, au moins génère son consentement, même si elle le veut pas. Essaye, avant de lui imposer quoi que ce soit, de générer son consentement. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Et du coup, ma fille s'est retrouvée avec beaucoup plus de responsabilités qu'avant. C'est là qu'on fait le lien entre droit et responsabilité. Elle avait beaucoup plus de responsabilités, elle a grandi d'un coup. Et j'ai pu remarquer beaucoup plus de respect dans son regard. Et, chose magnifique, c'est qu'au bout de 2 jours, elle fait valoir ses droits. Au bout de 2 jours, elle fait valoir ses droits. Et ça, c'est important. Ça, c'est important. Voilà, vous pouvez lui apprendre aussi. Je lui ai appris les notions de contrat. Qu'est-ce que c'est qu'un bon contrat? Alors, vous faites ça de manière ludique. Je vous demande pas de lui faut lui montrer les bases de la vie. Tout ça, c'est la vérité. Donc, vous n'avez pas de honte à expliquer ça. Et donc, voilà, par exemple, on a fait un pari. On a fait un pari. Si j'arrivais à lui faire bouffer un truc, manger du poireau, elle devait faire sa chambre une fois par semaine pendant tout le mois. C'était ça le contrat. Et donc on a suivi le contrat. Il s'est passé plein de choses dans ce contrat. Il y a eu des interférences, etc., qui ont été très pédagogiques finalement, qui ont bien montré comment on vicie un contrat, comment quand on ne connaît pas les droits, on se les est. Et ça s'est plutôt bien fini. J'ai perdu le pari parce que c'est ça qui est important, c'est que ça vous contraint, un vrai contrat. Si vous voulez le faire respecter, donner un exemple, vous êtes obligé d'être droit, d'être juste. Vous ne pouvez pas vous cacher derrière, oui mais moi je suis plus grand, ou machin, t'as signé le contrat, t'as fait le contrat. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, ça a apporté des choses réellement positives. Réellement positives. Après, dans d'autres domaines, par exemple le domaine professionnel, lis le code du travail, mon frère. Tu vas travailler, tu connais même pas tes droits de travail. Enfin, tu vois, tu vas te faire, tu es en esclavage, et tu regardes même pas comment. Tu vois, c'est ça qui a pas de sens. Et j'étais comme toi, hein. J'étais comme toi, je connaissais que dalle. Et tu prends le code du travail. Et là, tu vas voir, c'est pas du tout la même, frère. C'est pas du tout la même. Alors, quelques codes. Je vais vous donner quelques sources, parce que j'ai pas mal bossé sur le droit du travail. Vous avez le 4121, qui est les obligations de l'employeur. Déjà, ça me paraît évident de connaître leurs obligations, non? T'as le droit de retrait, le 4131. T'as les travaux interdits aux CDD, aux intérimaires. Ça peut vous concerner, c'est 4154.1. Ça, je l'ai fait sur la vidéo des soudeurs. Mais ça s'adapte partout. Qu'est-ce qui peut être intéressant aussi avec les codes? Pour ceux qui n'ont pas de travail, le RSA, le chômage. Regardez le chômage, c'est quoi le chômage? C'est quoi le Pôle emploi? Vous savez pas? Le chômage, c'est un droit inaliénable déjà. Donc on peut commencer par là. D'ailleurs, c'est quoi le contrat? C'est quoi le contrat? Pôle emploi, c'est un contrat? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh bien oui, c'est un contrat. Il y a des parties, en fait, dans le processus d'inscription, il y a des parties de ce processus qui sont contractualisées. Alors qu'est-ce qui est important là-dedans? Oui, de toute façon, tu consens à te faire indemniser du chômage, donc tu signes. Mais la partie contractualisée, c'est celle qui va servir à te radier. En tout cas, sur la nouvelle loi que notre cher Macron nous a offert. Je rappelle que tout gouvernement qui passerait au-dessus de la souveraineté du peuple est illégal. C'est des pirates dans le droit maritime. Et pour nous, c'est une société étrangère. C'est un gouvernement pirate, c'est un gouvernement étranger. Il n'a pas lieu d'être légalement. Il n'est pas, écoutez bien les gars, le gouvernement, légalement, il n'est pas de jure.
il est de facto. Euh, Le code du travail, le code de l'action sociale et des familles, le code ruraux, le code des collectivités territoriales, le code, je l'ai dit, le code de procédure pénale, le code de procédure civile. euh, Il y a vraiment, c'est génial. Je sais pas, je vous explique vite fait comment on lit les codes, parce que c'est ça qui peut peut-être vous faire peur. Euh, Comment c'est fait les articles? Donc je vous ai dit, c'était des lois, même si Mika, j'ai pas perçu pourquoi, mais Mika s'insurge quand on parle de lois. Pour lui, ce ne sont pas des lois. Alors peut-être parce que justement, on fait bien référence à des lois qui nous obligent, et donc qui ne peuvent pas exister en tant que telles. Euh, euh, comme on lit, comme on lit. Alors, déjà, par exemple, je vous ai dit que le code pénal est d'interprétation stricte. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on ne peut pas l'étendre. On ne peut pas l'étendre à autre chose. C'est-à-dire qu'il faut absolument que vous trouviez la phrase qui correspond parfaitement à votre situation. C'est différent, par exemple, pour le civil, où on peut développer et étendre la loi à différents sujets. Euh, donc, comment on lit un article? On se munit d'un dico juridique, on se munit d'un dico des contraires, on se munit d'un dico des synonymes, et on lit l'article. Comment c'est formé les articles? Alors ce qu'il y a de chiant en fait souvent c'est que ils sont obligés d'être précis. Donc souvent ils vont utiliser un groupe de mots qui sont assez chiants, perturbants en termes de lecture, qui regroupent en fait un groupe de mots qui regroupe en fait un seul mot. Ça veut dire un seul truc. Mais il y en a 4 ou 5. Alors du coup, toi, tu vois, ça fait des phrases à rallonge, un peu comme Guénon, tu sais, tu commences la phrase et puis quand tu l'as fini, il faut que tu relises le début, ce que t'es perdu. Ben, c'est un peu ça. Donc réduis ces paquets de mots là qui en veulent dire qu'un, tu le réduis et tu le remplaces par un. Voilà, par un mot, par le seul mot, pour être moins précis et plus simple. Et donc du coup, déjà ta phrase a rétréci. Une fois que ta phrase a rétréci, tu prends ton dico juridique et tu regardes les mots, tous les mots qui te semblent sujets à interprétation, tu les regardes dans un dico juridique. Si tu as une définition juridique, alors tu l'appliques, d'accord? Et si tu n'as pas de définition juridique, alors c'est là que ton dictionnaire va te servir. Tu prends les contraires, les synonymes, et tu regardes un petit peu tout le mot pour en saisir la plus grande des nuances. Et une fois que tu as ton mot, tu le remplaces. Voilà, typiquement, HS se disait, mais c'est un truc on ne s'est pas conjointement parlé pour avoir cette connaissance, mais lui aussi a regardé la définition de présenter, et parce que sur les actes de naissance, c'est marqué. En tout cas, jusqu'à une certaine époque, c'était marqué sur ceux que j'ai bossé. Et en fait, présenter, ça veut dire, moi, lui, il dit donner. Moi, j'ai vu rendre. Tu vois, j'ai tapé le mot, définition, j'ai pris le petit Larousse, le numéro 1, rendre. Tu vois, tu te dis, ouais, putain. Donc faites vachement gaffe avec ces putains de mots. Il y a plein de mots, vous ne savez pas ce que ça veut dire. J'ai déjà 13 minutes, je voulais pas en arriver jusque-là. Pas grave, on va continuer. Le droit maritime, ce qu'on pouvait rajouter sur le droit maritime, bah, c'était toutes les connexions qu'on pouvait faire avec le monde d'aujourd'hui, parce que ça a l'air obscur et on a du mal à voir les lois maritimes dans notre quotidien sur la Terre en fait. Et ça paraît logique. Néanmoins, ils sont partout. Le gouvernement, ça vient d'où? C'est quoi l'étymologie du mot gouvernement? Gouvernail. Gouvernail, c'est quoi? C'est bateau. Capitale, Paris, la capitale. Capitale, c'est quoi? Bah, c'est capitalis. Le latin capitalis. N'oubliez pas que si vous ne connaissez pas le latin, c'est une volonté de leur part. C'est pour pas que vous connaissiez l'origine et la définition des mots. Pour vous embrouiller. Ils nous ont eu par la langue. Mika me l'a encore rappelé. Ils nous ont eu par la langue. Alors les droits maritimes, bah, comme je vous l'ai dit, alors le gouvernement, voilà, capital, capitalis, oui, alors capitalis, bah, ça fait partie des mots de l'étymologie du mot capitaine. Donc vous voyez, ils sont encore là, les droits de la mer. Euh, Vous avez les notaires, vous avez les avocats, vous avez les huissiers, tout ça. Qui c'est qui a une maillotche? Il y a un juge, mais qui est d'autre a une maillotche? Les ventes aux enchères. Les ventes aux enchères, c'est quoi? C'est qui ça a quel rapport? Les origines, c'est le courtier des marchandises. Le courtier des marchandises. Donc le commissaire-priseur. Euh, alors, pourquoi ce rapport avec les marchandises? Pourquoi en anglais, en fait, toute la partie navale, enfin, toute la terminologie navale a été reprise
dans le domaine de l'état civil, des naissances, etc. etc. Le bateau c'est Bears, et on dit la même phrase avec birth. Donc la naissance d'un bateau, l'arrivée d'un bateau et la naissance d'un enfant, c'est pareil. Pourquoi? Parce qu'on descend des eaux de notre mer, des eaux de la mer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? En anglais, quand tu livres une marchandise, d'accord? Quand la poste ou FedEx, il t'envoie un putain de truc, dessus c'est marqué delivery. Hein, et ben quand un enfant naît en Angleterre, c'est pareil. C'est le même, on utilise la même terminologie. Donc c'est bien pour ça qu'on vous dit que c'est un rapport avec la marchandise, les navires sans drapeau, parce qu'en fait on est considéré, quand on fait du commerce, il faut savoir que dans le temps juridique en droit privé, hors du commerce, le temps ne s'écoule pas. Il n'y a pas de temps hors du commerce. Et chaque commerce a sa propre chronologie et sa propre chronométrie. Ainsi, il y a des temps. Il y a des temps. Pour ceux que ça peut intéresser. Donc quand on fait du commerce, on est un navire. Qui plus est sans drapeau. Donc on se plie au gouvernail, à la capitale, au capitaine et au drapeau du capitaine. France. Quand on arrive à notre port d'attache, c'est l'hôpital en fait. Notre mère était un navire sans drapeau et elle avait une marchandise. Le docker vient vérifier si la marchandise est viable. Hein, le bateau n'était pas là hier, il s'est manifesté aujourd'hui, et donc aujourd'hui on fait un manifeste de tout ce qu'il a comme marchandise à l'intérieur de ce bateau. Et le capitaine donc, devient le responsable du capital du bateau. Et ce manifeste, et donc comment ça se passe? Et ben, on sort les marchandises, on voit si elles sont encore en état, si elles sont viables, si elles sont bonnes, et après on les enregistre sur un manifeste. Et ben, qui est-ce qui vérifie que la marchandise est viable? C'est le docker, les dockers. Nous en France on dit docteur, qui vérifie que la marchandise est viable. Et cette marchandise, elle a été égarée en mer, à notre naissance. Alors effectivement, l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dit bien que nous sommes nés égaux en droit et en dignité. C'est vrai, sauf que 2 jours après, même pas, t'étais enchaîné. Cette marchandise donc a été égarée en mer, à la naissance, et pour tout ce qui est disparu en mer, eh ben on est obligé d'attendre 7 ans pour pouvoir déclarer légalement morte, légalement disparue. C'est pour ça qu'on a tous été déclarés disparus en mer à l'âge de 7 ans. Ce qui permet pour eux de garder la personnalité juridique. Ce qui est marrant aussi dans le droit maritime, c'est que tu peux revenir sur la plage, tu peux ressusciter, puisque tout ça ne sont basés que sur des présomptions. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors si, pour finir, parce que 20 minutes ça va faire long, avec le notaire, ça a été compliqué, il m'a renvoyé dans les cordes, etc. Mais j'ai balancé l'histoire des comptes. Pour ceux qui ne sont pas au courant, ça me semble très intéressant, même si je vais prendre ça avec beaucoup de pincettes, puisque c'est un sujet sensible. Néanmoins, la personnalité juridique qui ne vous appartient pas, elle est associée à des numéros. Je ne sais pas si ça vous parle, mais souvent le gouvernement vous dit que les Français sont rattachés à la dette publique, et qu'on est endetté et qu'on doit payer par foyer ou par personne, qu'on doit payer, on est endetté, etc. Comment, d'où ils sortent ça? C'est l'État qui fait les crédits, c'est nous qui devons payer, là. Il y a un problème, non? Bah non, en fait. C'est très logique, hein, de leur point de vue à eux, c'est très logique. Parce que la personnalité juridique qu'on leur représente, qu'on travaille pour elle, elle est reliée à des numéros, et ces numéros sont des numéros de compte sur lesquels ils se servent de nous, chaque personnalité juridique, ils se servent de chaque personnalité juridique pour faire des emprunts. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, ils sont capables d'estimer le montant de votre valeur à votre naissance par le biais des calculs de l'assurance vie. Et donc, avec cette valeur-là, ils ont transformé la personnalité juridique, cette fois j'ai le mot, en titre financiarisable. Et ce qui fait qu'ils se servent des personnalités juridiques qui sont représentées par nous pour se servir de nous comme garantie et créer la dette. C'est pour
pour ça qu'on est rattaché à la dette, les gars. Parce que les numéros qu'on représente, enfin, les numéros associés à la personnalité juridique qu'on représente, créent la dette. C'est pour ça, avec ces comptes-là, qui nous relient à la dette publique. Et attendez, c'est beau aussi. Qu'est-ce qu'elle fait, la dette? Bah, elle va partout dans le monde. Elle se déplace, elle se transfère. Et ben, partout où ils doivent transférer leur dette, bah, ils sont obligés d'ouvrir un compte avec les numéros de la personnalité juridique. Et du coup, des comptes, il y en a partout. Donc c'est quand même assez... Tout ça, c'est irréfutable. C'est irréfutable. Malgré l'anonymat absolu des coordonnées bancaires, très bien expliqué dans le Code monétaire et financier, on est quand même capable d'avoir accès à ces comptes, en tout cas de les voir. Donc voilà comment on est relié à la dette publique et tout ça. Je vais pas aller beaucoup plus loin, c'est pas mal. Et bon allez, j'arrête de traîner. Merci les gars, merci EHS. Tiens, je vais citer quelques gens aussi, c'est vrai que je cite pas parce que alors je vais reprendre, merci EHS, je vais reprendre déjà tous les gars qui ont été cités dans la vidéo de EHS parce que c'est vrai que il y a plein de noms. Je vais en citer d'autres qui sont plus, ils n'ont pas forcément de chaîne, etc. mais qui participent beaucoup. Il y a Jambonius qui m'a apporté beaucoup. Il y a Nico, il y a Manito, il y a tous ces gens qui cherchent sont très très forts. Voilà, venez discuter. Salut les gars, à bientôt.